en direct et bien d'autres choses encore. En somme, un vrai festival, si ce n'est que cette année, nous sommes obligés de le passer ensemble en ligne. Alors, tout ceci est rendu possible grâce au travail chevronné de l'équipe de ce festival, grâce aussi au travail de nos partenaires, la 25e heure et les Grignoux, que nous voudrions remercier ici au nom du festival. Et ce sont donc toutes ces personnes qui, dans l'ombre, font un travail formidable depuis des mois, qui rendent possible la soirée d'aujourd'hui que nous allons passer en compagnie de deux invités. Je vais commencer par Denis Parot, qui est le réalisateur de Coming Out, le film que vous venez de voir et qui nous fait donc le plaisir de sa présence ce soir et qui échangera avec nous. Et puis notre deuxième invité, Clé Pierre, qui est avec moi sur ce plateau, qui est travailleur social à la Maison Arc-en-Ciel Liège et qui est chargé TQI à la Fédération Arc-en-Ciel Wallonie. Et c'est donc avec nos deux invités que nous aurons l'occasion ce soir de débattre, d'échanger au sujet de ce film que vous venez de voir et aux multiples problématiques et aux multiples sujets et enjeux qui l'abordent. Alors, deux petits mots qui concernent l'organisation concrète de cette soirée. Elle va se dérouler en deux temps. Dans un premier temps, relativement bref, je vais, pour ma part, adresser quelques questions à Denis Parot, qui se trouve donc avec nous, mais en ligne, comme vous pouvez le voir. D'autres questions aussi à Clé Pierre. Et puis ensuite, c'est à vous de nous faire suivre, de nous adresser vos questions, les questions ou les remarques que vous voudriez adresser à Denis Parot et à Clé Pierre, et que je recevrai après une légère modération strictement formelle via donc cette tablette et que j'essaierai, dans la mesure du possible, de synthétiser et de partager avec mes deux invités. Denis Parot, Clé Pierre, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je suis très heureux de pouvoir discuter avec vous de ce film et de ses multiples enjeux ce soir. Et j'ai peut-être envie de commencer avec vous, Denis Parot, par une question un peu bateau peut-être, mais qui nous brûle, enfin qui est sur toutes les bouches à partir du moment où on vient de découvrir un film, et certainement un film documentaire. Et cette question concerne au fond la genèse de ce film, Coming Out. Alors c'est un film qui est intégralement composé de vidéos tournées par la plupart du temps des jeunes gens, qu'ils ont tournées pour les réseaux sociaux ou pour des plateformes d'échange vidéo et qui se retrouvent ensuite dans votre film. Alors comment vient-on à réaliser, à composer intégralement un film à partir de ces vidéos? Comment récolte-t-on ce matériau? Est-ce qu'il y a un appel général qui est lancé précisément sur les réseaux sociaux? Et peut-être plus largement avant cela, comment vous est venue l'idée de ce film? Merci beaucoup pour votre invitation déjà. Je suis très heureux d'être parmi vous. Donc la genèse du film, c'est assez simple. Donc c'est vraiment un film de montage d'archives. C'est des archives vraiment très contemporaines. Ça a commencé de façon très simple. Moi, j'étais sur Internet, donc sur YouTube, et je regardais des vidéos. Et à un moment, je suis tombé sur une vidéo d'un jeune qui se filmait donc avec sa webcam et qui annonçait à sa grand-mère qu'il était gay. Et j'ai été vraiment très ému par cette vidéo. Ça m'a surpris, je ne savais pas qu'il y avait ce phénomène sur Internet, parce que c'est vraiment un phénomène où des jeunes se filment et annoncent comme ça à leurs proches le fait qu'ils soient lesbiennes, gays, bi ou trans. Euh, voilà, et moi, ça m'a vraiment renvoyé directement à ma propre adolescence, où moi aussi, je voulais annoncer à mes parents que j'étais gay, et c'était voilà, une difficulté à cette époque-là. Et ça m'a vraiment renvoyé cette angoisse, cette peur qu'on peut avoir dans ce moment de bascule qu'on appréhende beaucoup. Et je me suis dit qu'il y avait un vrai sujet à faire avec ces images, qu'elles étaient très fortes, qu'elles étaient très sincères. Et que voilà, c'était important pour moi de parler de ce sujet et que ce média Internet le permettait. Et comment avez-vous procédé pour récolter finalement concrètement ce matériau? Est-ce que vous avez lancé un appel via les réseaux sociaux, ou bien est-ce que vous avez commencé à visionner toute une série de vidéos sur lesquelles vous pouviez tomber, puisqu'elles étaient en accès libre, avant d'établir une sélection? Alors, j'ai pas du tout fait d'appel parce que je considérais que c'était pas à moi de demander quoi que ce soit aux jeunes qui faisaient leurs vidéos. Pour moi, c'était vraiment important ça. C'est-à-dire que le coming out, c'est vraiment quelque chose de personnel, d'intime. Voilà, et que personne n'a voilà, à dire à quoi que ce soit à une personne qui veut le faire ou non. Voilà, donc pour moi, ces vidéos étaient assumées de deux façons en fin de compte. Elles étaient assumées une première fois parce que les jeunes se filmaient en train de faire leur coming out, et une deuxième fois parce qu'ils les postaient en ligne. Et pour moi, c'était important, c'est-à-dire c'était assumé, c'était volontaire,
Voilà, j'avais pas l'impression comme ça de trahir ce qui pouvait être dit. Mhm. Est-ce que vous avez pris contact avec ces personnes une fois que vous avez découvert leurs vidéos? Je suppose que oui, ne fût-ce que pour des raisons juridiques, mais bien entendu aussi pour un accord plus général, évidemment. Et pour, voilà, je Bien suppose que sûr, vous avez ouais. partagé le projet du film avec eux. Comment cela s'est passé? Exactement, ça c'était important pour moi parce que c'était pas que des histoires de droit qui sont voilà qui existent aussi, mais je voulais vraiment les contacter, leur parler du projet. Donc tous les gens qui sont dans le film ont donné leur autorisation évidemment. Et c'était important pour moi de leur expliquer ce que je voulais dire parce que souvent leurs vidéos étaient un peu plus longues, elles duraient 15-20 minutes, et moi je les réduisais à 3-4 minutes avec le montage. Et donc c'était important pour moi voilà, qu'ils comprennent les coupes que j'avais faites, pourquoi je les avais faites, est-ce qu'ils étaient d'accord, et voilà. Donc c'était important pour moi qu'ils fassent partie du projet aussi, qu'ils comprennent bien ce qui voulait être dit dans le film, quoi. Que les vidéos ne soient pas juste prises comme ça et séparées du contexte. Mhm. Merci beaucoup. Alors, je me tourne à présent vers notre deuxième invité, Clé-Pierre, donc, qui est travailleur social à la Maison Arc-en-Ciel ici à Liège. J'ai peut-être d'abord envie simplement de vous demander en quoi consiste votre travail au quotidien et éventuellement quel est le regard à partir de ce travail de terrain, si je puis dire, quel est le regard que vous portez sur le film que nous venons de voir. Alors, moi j'ai un peu une double casquette. Donc d'un côté, effectivement, j'ai mon travail à la Maison Arc-en-Ciel de Liège, où en fait je fais un travail voilà, d'éducateur spécialisé, donc qui est ma formation de base, où ça va être principalement de l'accompagnement de personnes et de projets à destination du public LGBTQIA+, de la façon la plus large possible. Et alors, j'ai aussi sur le côté mon travail de chargé de tous les projets qui concernent les personnes TQI, donc trans, queer et intersexes particulièrement, auprès de la Fédération Arc-en-Ciel Wallonie, donc qui est la fédération générale, on va dire, des associations LGBTQIA+ en Wallonie, contrairement à la Maison Arc-en-Ciel de Liège, qui est juste quelque chose d'actif sur la province de Liège, et encore parce qu'on se la partage aussi avec la Maison Arc-en-Ciel de Verviers, donc voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire plus concrètement en quoi consiste ce travail, peut-être par des exemples, le type finalement voilà, de missions que vous recevez, de tâches, de rôles que vous jouez dans certaines situations? Donc à la MAC à Liège, donc ça va vraiment être principalement de l'accompagnement de personnes. On va dire, sans doute les deux publics que j'ai le plus, ça va être des jeunes qui sont dans un parcours de coming out justement, et des personnes, et ça donc il y en a vraiment beaucoup, des personnes qui ont quitté leur pays à cause de l'homophobie de celui-ci et qui viennent faire une procédure de demande d'asile ici en Belgique. Et donc ça va être beaucoup les aider dans les démarches, etc. Voilà. Et alors, de l'autre côté, Arc-en-Ciel Wallonie, très concrètement, j'ai un projet général dont malheureusement je ne peux pas encore trop parler, mais qui est à destination justement des personnes trans, queer et intersexes, pour parler aussi de santé physique, sociale et mentale, que je mets en place petit à petit et qui normalement devrait voir le jour dans l'année. Merci beaucoup. Alors, une question qui ne veut pas être une question piège avant que nous passions à quelque chose qui relèverait davantage du dialogue. Quel est le regard que vous avez porté sur Coming Out? Alors, je vous pose la question en présence de Denis Parot, mais voilà, nous sommes ici dans le cadre d'une discussion, d'un échange, et je serais curieux de savoir quel est le regard donc, que vous, en tant que travailleur de terrain, en quelque sorte, vous avez posé sur ce film. Moi, je pense que la première expérience de terrain qu'on peut avoir dans ce genre de... Quand on regarde un film comme Coming Out, c'est l'expérience personnelle. C'est-à-dire que bah voilà, moi aussi, je suis passé par un processus de coming out en tant que personne pansexuelle et en tant que personne transgenre. Et en plus, ce qui est assez amusant, c'est que, bon, on va dire, je vais peut-être plus faire partie de la génération qui guettait un peu de près ce genre de vidéos. Et il y en avait certaines que j'avais déjà vues, par exemple, à l'époque où moi-même, je me posais des questions sur comment on pouvait faire pour que ça soit bien annoncé, bien clair. J'ai jamais sauté le pas de me filmer, mais, mais voilà, j'aurais pu. Et en fait, le regard, bah, il est... J'ai regardé le film cet après-midi parce que je voulais être sûr de l'avoir un peu frais dans ma tête maintenant, et d'être encore un peu aussi dans l'émotion, on va dire, du moment. Je trouve que c'est un film qui est hyper tendre, hyper touchant, malgré on va dire, les quelques réactions peut-être un peu plus négatives qu'il y a pu y avoir.
dedans, il y a quand même énormément de choses positives. Et ouais, je trouve que c'est un film très touchant. Et, voilà, ça a été un vrai plaisir à regarder en tout cas. Donc, Merci. Alors, quelques questions peut-être qui vous concernent plus directement tous les deux maintenant, ou en tout cas je vous invite à y répondre tous les deux avec vos casquettes, si l'on veut, respectives. La première question n'est pas vraiment une question, mais plutôt une remarque. Je voudrais vous faire part de ma première réaction quand j'ai découvert, en fait, par un petit texte, par un petit synopsis, le projet du film, avant donc de le voir. J'ai lu un petit résumé dans un programme en ligne, et je me suis dit, ouille, pour moi, les réseaux sociaux, c'est le lieu où on détruit les personnes qui osent dire qu'elles sont soit homosexuelles, soit transgenres, etc. Et je me suis dit, mais quelle étonnante idée, quelle étrange idée que d'aller chercher précisément son matériau-là pour faire un film qui, comme le dit un des personnages, n'est pas là pour informer, pour provoquer ou pour annoncer, mais pour donner du courage à toute une série d'autres personnes de le faire, de les encourager au fond à le faire aussi, à faire ce qui se passe dans ce film. Et donc, j'ai vraiment été, avant de voir le film, et c'est une impression qui n'a pas été totalement effacée par le film, j'ai vraiment eu, au fond, le sentiment qu'on était en train de toucher à quelque chose d'extrêmement ambigu, c'est-à-dire le rôle des réseaux sociaux, ou le rôle que peuvent jouer les réseaux sociaux dans ce genre de contexte et dans ces moments charnières d'une vie. Et pour nourrir peut-être cette impression à laquelle je vous invite à réagir ensuite, donc ce n'est pas vraiment une question, je voudrais revenir à quelque chose que vous disiez il y a quelques minutes, Denis Parot, c'est qu'à l'époque où vous auriez éventuellement pu faire votre coming out sur les réseaux sociaux, eh bien c'était encore une difficulté, les réseaux sociaux n'existaient pas, ou en tout cas pas dans la forme qui est utilisée ou dans les dispositifs qui sont utilisés dans le film. Et donc quelque part, vous considérez effectivement qu'il s'agit là d'une opportunité ou d'une possibilité, d'une liberté supplémentaire que de pouvoir le faire aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et en même temps, vous nous avez rappelé que ce moment où on annonce cela est un moment extrêmement personnel et intime. Et là, on retrouve de nouveau quelque chose qui voilà, nourrit ou qui rappelle peut-être cette première inquiétude que j'ai eue quand j'ai lu le résumé du film avant de le visionner. Je ne sais pas qui veut commencer réagissant à ce que je viens de gros dire. morceau. Moi, c'est une inquiétude que j'ai eue au tout départ, de me dire est-ce que ces vidéos vont être sincères? Est-ce que la sincérité des personnes qui sont à l'écran va exister ou non? Et j'ai été très très vite rassuré, parce que en fait, même si les jeunes ils se mettent en scène, c'est-à-dire ils choisissent un cadre, ils choisissent les couples qui vont faire une vidéo, ils choisissent quel moment ils vont faire, donc c'est vraiment une mise en scène, pour moi c'est une sorte de mise en scène. Mais malgré ça, le moment est tellement important et il est tellement préparé de la part de ces jeunes que quand il arrive, je pense que, en fin de compte, tout dépasse, l'émotion les dépasse, et je pense que l'émotion des parents, l'émotion des jeunes est sincère, quoi. Il n'y a pas de manipulation par rapport à ça, quoi. Donc c'est vrai que c'est une crainte que j'avais au départ, qui s'est très vite effacée. Oui, je pense que en plus, généralement, le matériel avec lequel ils filment ne va pas non plus être des grosses caméras HD, ça va plutôt être des téléphones ou ce genre de choses. Donc, on va dire la caméra s'oublie aussi. Je pense que d'un côté, effectivement, les réseaux sociaux, ça peut détruire et démonter tout un tas de personnes. Mais il y a aussi, c'est aussi un moyen de connecter avec des tas de personnes qui ressentent la même chose que ce qu'on peut ressentir en fait. Et je pense aussi qu'il y a tout un phénomène où, du fait que via les réseaux sociaux, ça va être plus facile de partager du contenu, ça fait, je pense, que les personnes ont envie plus de créer du contenu. Mais je pense qu'il y a des tas de personnes qui ont toujours adoré se filmer, filmer des moments de vie joyeux ou importants, ou ce genre de choses. Et il n'y avait pas forcément déjà le matériel. Et puis l'opportunité aussi de se dire, bah voilà, je vais le faire et peut-être que ça va toucher d'autres personnes. Et avant, il fallait se lancer dans tout un parcours de, bah, du coup, je vais travailler dans le cinéma ou quoi. Maintenant, plus besoin, on a un téléphone qui filme. On peut filmer un moment comme ça, le partager avec d'autres personnes et peut-être que ça aura une vraie influence sur la vie d'autres personnes. Je pense que c'est difficile de résister à ce genre d'envie en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, certes, peuvent apporter quelque chose de très néfaste, mais ont aussi un côté communautaire qui a vraiment aidé énormément de personnes, ne serait-ce que pour découvrir certains termes.
Merci. Alors, une dernière question peut-être, qui concerne un détail, mais peut-être pas tant que ça, dans le film. Je crois que ce qui est assez remarquable quand on arrive au bout du film, c'est que tous les coming out qui sont filmés, qui apparaissent dans ce film et qui se font en présence d'une autre personne, eh bien, se font pour la plupart. Il y a un ou deux cas, une ou deux exceptions, mais se font donc en présence d'une femme, c'est-à-dire soit d'une mère, soit d'une grand-mère, soit d'une belle-mère, le cas échéant. C'est tout à fait remarquable dans le film, et quand il s'agit d'annonces qui sont faites en présence d'hommes, eh bien, c'est souvent en deuxième ligne en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on apprend que la mère était déjà au courant. Quel est le regard que vous portez sur ce quasi-systématisme finalement? C'était quelque chose qui transparaissait, qui apparaissait déjà dans votre matériau de base, Denis Parot? Ça apparaissait vraiment dans le matériau de base. Alors après, je ne sais pas du tout si sociologiquement c'est juste. En tout cas, c'est juste par rapport à ce que moi j'ai observé sur Internet. C'est-à-dire que sur le nombre de vidéos, j'ai essayé de garder quelque chose d'à peu près représentatif. Mhm. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de mères ou de grand-mères que de pères et de grands-pères. Et ça m'a beaucoup interrogé aussi. Je me suis dit, est-ce que je vais rééquilibrer la balance? Je me suis dit, non, il faut que je conserve ce que j'ai observé, quoi. Euh, Moi, j'analyse ça du fait que voilà, il y a encore peut-être l'image du père qui est sans doute fausse en plus, mais qui existe, voilà, qui est issue de l'image patriarcale de la société, comme quoi le père serait plus difficile que pour lui serait plus difficile à accepter, etc. Alors qu'en plus, des fois, c'est fou, quoi. Mhm. On voit dans le film, en plus, le père que j'ai montré, il l'accepte très bien, il y a une autre mère qui l'accepte très mal. Donc, je ne veux pas faire de généralité par rapport à ça, mais en tout cas, c'est ce que j'ai observé dans toutes les vidéos que j'ai trouvées. Ouais. Mhm. Clé. Je pense que je vais l'apprendre à personne, on est dans une société patriarcale où l'homme va plutôt représenter le pouvoir et donc possiblement le danger, mais aussi de l'autre côté, il y a encore énormément de schémas familiaux où la mère passe plus de temps avec les enfants, et donc Mhm. on va dire on peut pas leur en vouloir de parler en le parent avec lequel ils ont le plus la meilleure relation, on va dire, ou la relation la plus émotionnelle et, et avec lesquels ils se sentent le plus en confiance. Après, heureusement, c'est un schéma qui est en train de s'inverser. On se rend compte que les pères peuvent être autant aimants et les mères parfois aussi dangereuses ou plus agressives que les pères. Mais voilà, je pense que c'est juste un fait observable de façon générale que beaucoup de personnes vont avoir un peu une meilleure relation avec leur mère parce qu'ils ont grandi dans un schéma où juste ils passaient plus de temps avec la mère. Mhm. De la même façon qu'on considère que les congés maternité sont plus importants que les congés paternité ou ce genre de choses, quoi. Ok, merci beaucoup. Alors, je vous propose peut-être de passer maintenant à l'échange avec, non pas la salle, hein, puisque nous nous trouvons ce soir dans une salle quasi vide, mais à la partie donc échange avec l'assistance qui se trouve en ligne. Alors, je reçois donc une série de messages, de questions en direct après très légère modération. Donc, je découvre en même temps que vous. Alors, on a une première question ici qui porte au fond plutôt sur le sujet du film que le film lui-même, puisqu'on demande quelle est la différence entre une personne trans et une personne intersexe. Voilà, qui est donc une distinction, effectivement, qu'il s'agit peut-être de clarifier dans ce cadre. Tout à fait. Je vais commencer par l'intersexuation, qui est plus méconnue. L'intersexuation, c'est le fait d'avoir des organes, on va dire, non, des caractéristiques physiques qui ne permettent pas de classer les personnes clairement dans les catégories mâles ou femelles. Donc ça peut être au niveau des organes génitaux, au niveau du système hormonal, des gonades, ou enfin voilà, il y a des chromosomes aussi. Il y a plein de niveaux où une personne peut être intersexe. Ça, c'est quelque chose de purement physique, de purement observable. Voilà. La transidentité, c'est complètement autre chose, puisque donc une personne transgenre est une personne qui ne se reconnaît pas dans le genre qui lui a été attribué à la naissance, généralement sur base du sexe. Donc là, ça va plutôt être un truc où voilà, le sexe, il est observable et observé d'une certaine catégorie, mâle, femelle, mais alors qu'on considère que mâle égale garçon et femelle égale fille, bah là on a un cas où c'est l'inverse, où la personne qui a été, en tout cas à qui on a assigné le genre garçon,
va se ressentir plutôt comme une fille, ou l'inverse, une personne à qui on a assigné le genre fille va se sentir plutôt garçon. Mhm. Donc c'est basé, on va dire, sur des critères très différents des deux côtés. Après, une personne intersexuée à qui on a décidé du coup à la naissance de la ranger dans la case fille peut par la suite s'identifier comme garçon. Enfin voilà, mais voilà. De base, ce sont deux choses très différentes. Merci beaucoup. Denis, si vous voulez rajouter quelque chose, n'hésitez pas. Non, c'était très bien expliqué, donc j'ai rien à ajouter. Merci. Très bien. Alors, une question qui porte peut-être davantage ici sur le film. Alors, vous y avez déjà répondu en partie, puisqu'on nous demande ici comment vous avez fait pour récolter toutes ces vidéos. Mais il y a une deuxième question ici qui est la suivante. Sont-elles disponibles sur Internet? Donc, sont-elles toujours encore disponibles sur Internet, ces vidéos? Et peut-être que la sous-question de ceci, c'est est-ce que vous avez continué à rester en contact finalement avec les auteurs de ces vidéos? Est-ce que vous avez continué à les suivre, notamment sur les réseaux sociaux? Oui, bien sûr, moi je ne suis pas en contact encore avec tout le monde, mais je suis en contact avec encore certains. J'ai rencontré plusieurs personnes. Il y a Artem qui était venu, le jeune russe qui est venu à Paris pour la sortie du film. Voilà, et donc je suis très heureux d'avoir de leurs nouvelles sur Facebook ou autre. Je suis très heureux parce que tout le monde va bien. C'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Donc Artem va bien, il est marié. Et puis Daniel aussi, voilà, qui a un coming out très difficile dans le film, aussi va très bien. Il est marié, il est avocat. Donc voilà, en tout cas c'est rassurant. Toutes les personnes qui sont dans le film vont bien et on fait un bout de chemin depuis, quoi. Alors une nouvelle question qui, encore une fois, concerne plutôt le sujet ou les enjeux même de ce qui apparaît dans le film. Et on voit ici, les questions commencent à défiler, mais on voit qu'il y a énormément d'enjeux qui sont remis en mouvement par votre film, Denis Parrot. Et donc ici, on pose notamment la question suivante. Quels sont les moyens, alors notamment juridiques, pour les jeunes victimes de discrimination de genre lorsqu'elles craignent le outing auprès de leur famille? Donc là, c'est une question assez technique. Ok, oui, tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que le genre et la sexualité sont des critères protégés. Donc il y a des vraies dispositions juridiques à ce niveau-là, où voilà, il est interdit de outer quelqu'un, tout comme toute autre forme de discrimination est interdite quand ça a à voir en tout cas avec le sexe, le genre et tout un tas d'autres critères que je ne vais pas vous énoncer parce que je ne m'en souviens pas. Euh, mais alors, il y a deux organismes qui existent et qui se partagent le travail, on va dire, pour tout ce qui a trait au genre et donc également aux questions de transidentité et ce genre de choses. C'est du côté de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes en Belgique, l'IEFH. Il est très facile de porter plainte auprès d'eux, il y a même moyen de le faire en ligne. Euh, et donc voilà, ils peuvent intervenir déjà auprès de grandes instances, on va dire, s'il y a un problème avec des médecins, une administration communale ou ce genre de choses. Enfin voilà, ils peuvent agir, mais également dans des cas plus personnels, on va dire, s'il y a vraiment une plainte envers une personne bien particulièrement, ils peuvent accompagner à ce niveau-là. Ils peuvent également accompagner pour un dépôt de plainte à la police si besoin, parce que voilà, la police n'est pas toujours, ils n'ont pas toujours les personnes formées qui sont là le jour où on vient porter plainte, et donc ça peut être compliqué. Et alors pour tout ce qui concerne l'homosexualité, la bisexualité et de façon générale les orientations sexuelles, là ça va se faire du côté de UNIA. Et donc UNIA, c'est un peu du même genre, c'est un organisme qui lutte contre les discriminations et qui sont justement, voilà, qui ont un volet spécialisé dans les discriminations liées à l'orientation sexuelle. Et donc pareil, ils peuvent accompagner, appuyer une plainte auprès d'un grand organisme ou de personnes directes et accompagner lors d'un dépôt de plainte à la police s'il faut. Voilà. L'autre possibilité étant également de contacter la maison arc-en-ciel, on va dire la plus proche. Donc il y en a à peu près une par province, à l'exception du Hainaut et de la province de Liège qui en ont deux. Et donc là, normalement, il y aura toujours des travailleurs et des travailleuses spécialisés dans l'accompagnement des personnes LGBTQIA+, qui seront prêtes à, voilà, à entendre, à écouter, à aider s'il faut, voilà, pour toute démarche. Ok, merci beaucoup. Alors, nouvelle question ici qui nous arrive, qui concerne
au fond, les sujets que vous avez abordés dans votre film et le matériau constitutif de coming out. Et on nous demande pourquoi. Alors, je vais le reformuler autrement. On constate d'abord qu'il n'y a pas de coming out bisexuel ou pansexuel dans votre documentaire. Et on vous demande s'il s'agit là d'un choix ou si c'est tout simplement le matériau de départ qui a imposé cette absence finalement de coming out de bisexuel ou pansexuel. Ça, ça rejoint vraiment ce que je disais tout à l'heure par rapport au nombre de vidéos que j'ai trouvées. J'ai voulu vraiment voilà, retranscrire ce que j'avais vu. Donc il y a beaucoup moins de vidéos de bisexuels ou de pansexuels. Donc voilà, c'est vrai que c'est un choix de ma part. J'en ai pas mis dans le film. Parce que vraiment, je voulais parler de ce phénomène sur Internet et conserver les proportions. Donc c'est vrai que ça peut paraître injuste à certains, mais voilà, je voulais conserver vraiment ça, quoi. Comme il y a certains pays aussi voilà, qui n'ont pas dans le film parce que, voilà, parce que soit les vidéos n'existent pas, parce qu'il est dangereux pour une personne qui habite dans ces pays-là de parler, ou soit les vidéos sont moindres aussi parce que voilà, la société est encore un corps du chemin à faire, quoi. Mhm, mhm. Ce qui rejoint aussi une autre remarque qui est formulée ici par un spectateur qui dit que, sauf erreur de sa part, il n'y a pas non plus dans le film d'homme qui déclarerait sa transidentité ou son souhait d'être femme. Et là encore, la question évidemment se pose du matériau de base. Alors, vous y avez répondu à 2 reprises entre-temps, mais voilà, je constate sur la base de ces remarques et de vos réponses ce qui est très intéressant avec votre film aussi, c'est qu'il montre une série de choses, mais en montrant une série de choses, il pointe aussi les points aveugles de ce qui n'est peut-être même pas encore possible ou pas assez courant sur les réseaux sociaux en ce qui concerne toute une série d'autres situations. Alors sur le sujet des femmes trans, j'avais une vidéo qui est restée très longtemps dans le montage. On était vraiment à la fin du montage, on allait finir, et là, la personne m'a contacté en fait, en disant que son père en fait, n'était plus d'accord pour apparaître dans le film. Donc on a dû supprimer vraiment la vidéo à la dernière minute. Et c'est vrai que ça déséquilibre le film. Ça, c'est vraiment un regret que je peux avoir dans le montage, quoi. Il y avait une femme trans qui était formidable avec son père au téléphone. Voilà. Après, c'est aussi les aventures d'un montage et d'un film. Ça s'est passé comme ça. Vous voulez rajouter quelque chose sur la Euh, prédominance? Je pense que de façon générale, c'est beaucoup plus facile dans la société actuellement de faire un coming out trans en tant qu'homme trans plutôt qu'en tant que femme trans. Parce que, voilà, encore tristement, il y a cette vision des choses que, de la même façon que une femme homosexuelle est plus facilement acceptée qu'un homme homosexuel, parce qu'on considère que voilà, la masculinité qui se réduirait à la condition de femme ou ce genre de choses. Et donc, en fait, tout ça, c'est pas forcément compris et explicite, on va dire, dans l'esprit de chacun, mais il y a vraiment quelque chose comme ça où le fait d'être un homme homosexuel, le fait d'être une femme trans, c'est beaucoup moins bien vécu que l'équivalent de l'autre genre. Alors on peut se questionner sur pourquoi, mais voilà, moi, ma petite théorie là-dessus en tout cas, et de l'expérience que j'en ai en rencontrant aussi un public, on va dire, moins ouvert ou plus en déconstruction en tout cas. J'ai l'impression en tout cas qu'il y a vraiment cette idée de voilà, une femme trans va être perçue comme un homme qui se réduit au niveau d'une femme, tout comme un homme homosexuel va être perçu comme quelqu'un qui adopte des caractéristiques féminines et donc est quelque chose de moins bien vu. Évidemment, ce n'est absolument pas ce que je pense, mais en tout cas, j'ai eu l'impression qu'il y avait vraiment quelque chose comme ça quand on cherchait. Ce qui joue aussi avec le fait que même si on sort totalement des sujets d'homosexualité ou de transidentité, mais il va être moins bien vu pour un homme de porter une jupe que pour une femme de porter un costard qui soit vraiment taillé homme. Ok, merci beaucoup. Alors, une question que je ne suis pas absolument sûr de bien comprendre, mais je vais vous présenter le sujet ou voilà oui, le sujet que cette question aborde. Donc, on a vu que votre film, Denis Parot, est composé au fond, voilà, exclusivement de matériaux que vous avez trouvés sur des plateformes d'échange vidéo, sur les réseaux sociaux.
Et ici, on pose une question qui concerne au fond votre intervention sur ce matériau. Alors, vous en avez déjà parlé tout à l'heure en expliquant que vous avez souvent réduit finalement les rushs d'origine. Et ici, c'est une question qui porte davantage sur des arrêts sur image ou sur l'ajout de son auquel vous procédez dans certains moments du film. Et c'est peut-être aussi une question que je voudrais élargir à la question très générale du montage. Comment avez-vous procédé finalement pour structurer ce film? Alors on sent bien qu'il y a une progression aussi, qu'on commence par une séquence dans laquelle les choses se passent très bien, que la séquence la plus violente du film, elle n'arrive pas au début, mais elle n'est pas à la fin non plus. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui se construit et puis qui redevient peut-être un peu plus apaisant aussi à la fin du film. Donc de façon générale, peut-être, voilà, quelle a été votre intervention sur ce matériau? Comment avez-vous travaillé pour construire ce film? Vous avez complètement raison, c'est vraiment ça. Je voulais pas faire un film désespérant, parce que je trouve on est vraiment dans il y a eu une période où à chaque fois qu'on parlait des LGBTQIA+, c'était voilà, pour un drame, pour quelque chose de compliqué, c'était un problème, donc c'était pour moi important de faire un film un peu équilibré par rapport à ça. Et donc commencer par une séquence que je trouve très drôle, avec Campbell, sa mère et son frère, et puis finir une séquence un peu tendre avec Lorraine et sa grand-mère. Pour moi, c'est important d'avoir un film vraiment tendre et assez simple. Voilà, montrer que tout ça n'est pas très. Il ne devrait pas avoir de problème en fin de compte, sans les éluder. Voilà, le cœur du film, en effet, au milieu du film, il y a les coming out qui se passent mal, mais je voulais vraiment aussi montrer aux parents que voilà, ça peut se passer très bien, que c'était une sorte un peu de mode d'emploi pour les parents, pour moi, montrer que chaque parent se situe par rapport au coming out des enfants, des jeunes dans le film, et voilà, qui se demandent comment eux réagiraient, quoi. Et par rapport au montage, il y a eu quand même un gros travail de sélection, parce que j'ai visionné plus de 1000 vidéos, il y en a énormément. Donc c'était un gros travail pour les sélectionner, pour les choisir ce que moi aussi j'avais envie de dire. Euh, ça faisait longtemps que je voulais parler de ce sujet-là, mais j'avais jamais réussi à trouver le média pour en parler. Et là, c'était vraiment la parfaite matière. Et donc voilà, il y a eu plusieurs mois de montage. Voilà, mais en tout cas, je voulais faire un film vraiment qui ne soit pas désespérant. Ça, c'était vraiment important, quoi. Et qui, à cet égard-là, prolonge au fond le geste qui est décrit par un des intervenants dans le film. Encore une fois, il dit on ne fait pas ça ni pour provoquer, ni pour informer, mais on le fait pour que, quelque part, un élan se crée finalement et que notre geste puisse en inspirer d'autres. Et j'ai l'impression qu'à certains égards, votre film prolonge ce geste et peut aussi être compris comme une invitation finalement à démultiplier encore ce type de prise voilà, j'allais dire de prise de risque, parce que cela reste une prise de risque dans toute une série de cas, on le voit bien dans votre film, mais aussi cette façon de dire enfin ce que l'on est et ce que l'on est en train d'être tout simplement et qu'on n'osait pas dire jusqu'ici. Alors je me permets quand même de signaler que parmi toutes les questions que je reçois, il y a aussi de très nombreux messages qui nous disent simplement merci pour le film. Voilà, je tenais quand même à m'en faire le relais, donc voilà, même s'il ne s'agit pas ici de questions qui demanderaient une réaction de votre part. Donc il y a vraiment d'innombrables messages qui vous remercient pour ce film de Niparo. Alors il y a une série de questions aussi qui nous sont arrivées pendant la réponse de Clay concernant notamment les procédures, donc je ne vais pas y revenir puisqu'on me demande notamment quels sont les différents acteurs qui aujourd'hui peuvent être sollicités. Et puis alors on a quelqu'un voilà, qui nous rappelle que la Maison Arc-en-Ciel Liège a un site Oui. donc, qui peut être évidemment consulté et par lequel on peut vous contacter et qui est très Ouais. simplement macliège.be, donc Tout à fait. macliège.be, et on nous le rappelle ici dans le chat. Voilà, alors j'ai encore un merci pour cette soirée. Donc après les merci pour le film, merci pour cette soirée. Pour le moment, je ne vois pas d'autres messages me parvenant dans le chat. Alors il y a un petit temps de latence, donc on va quand même encore attendre quelques secondes. Et si plus rien n'arrive, j'ai envie de dire que c'est un très beau mot de la fin que de dire merci pour cette soirée. Mais attendons donc encore quelques secondes pour voir si d'autres questions, d'autres interventions se manifestent via le chat. Je me tourne aussi vers la modératrice qui est là pour le moment. Plus rien n'arrive, je crois. On remercie les animateurs.
sur la prise de parole, je peux revenir juste par rapport à parce que j'ai demandé à chacun des jeunes pourquoi ils avaient fait ces vidéos. Pour moi, c'est important Oui. de savoir quelle volonté ils avaient. Et pour moi, la première réponse, ça rejoint ce que vous disiez tous les deux, c'est vraiment de vouloir aider, vouloir voilà, une sorte d'élan d'aide. Parce que c'est important pour un jeune de s'identifier voilà, à d'autres qui vivent les mêmes choses. Donc voilà, pour eux, c'était vraiment, c'était même pas pour eux, c'était vraiment pour aider d'autres personnes, d'autres jeunes. Mhm. Merci beaucoup et voilà encore un commentaire qui nous arrive. C'était un très beau film. Donc voilà, Merci beaucoup. on lui souhaite encore, bien entendu, une longue vie et qu'il puisse effectivement lui aussi s'inscrire dans ce geste, voilà, que vous mettez en avant et qui pour moi a été très certainement une découverte. Voilà, grâce à votre film. Merci beaucoup. Et alors quand même la question pour peut-être refermer cet échange et qui concerne vos prochains projets. Alors est-ce qu'il y a aujourd'hui des projets en chantier ou pas? De quel type? Est-ce que vous pouvez déjà en parler? Alors, j'ai d'autres projets en chantier dont je peux pas trop parler pour le moment. Et puis, je suis aussi monteur, donc je travaille pour d'autres personnes. Voilà, mais pour l'instant, puis la période de confinement n'aide pas à développer des projets en ce moment, donc voilà. Et je me suis dit aussi que je voulais pas forcément réaliser à tout prix un film. Il faut vraiment que le sujet voilà, soit important, que j'ai envie de dire quelque chose, quoi. Des fois, il vaut Mhm. mieux, voilà, quand le sujet n'est pas assez important, je préfère ne rien faire. Mhm. Bien, merci beaucoup. Alors je regarde s'il m'arrive encore d'autres. Alors il y a une proposition ici qui est quand même faite pour un autre projet, même si Très effectivement bien. il ne faut pas forcer le geste, mais donc une invitation qui nous est suggérée ici à réaliser un autre film sur le témoignage des parents, c'est-à-dire une sorte de coming out d'eux, mais qui nous rendrait compte voilà, de l'expérience même des parents qui ont été confrontés à ce type de situation, qu'elles soient d'ailleurs perçues comme violentes pour eux ou qu'elles soient perçues comme absolument violentes pour leurs enfants. Ouais, Donc tout à fait, voilà. ça serait un très beau sujet. Je sais que j'en ai vu un il y a environ 6 mois sur France 5. Je me souviens plus exactement du titre, c'était Mon enfant est homosexuel ou quelque chose comme ça. C'est un très beau film qui donnait justement la parole aux parents. Et c'est vrai que pour les parents aussi, moi je jette la pierre vraiment à personne. Ça peut être aussi très compliqué, ça peut être voilà, un choc pour certains. Donc il faut aussi laisser les parents faire leur chemin, les laisser avancer sur cette découverte, quoi. Voilà, mais c'est vrai que ça serait un beau sujet. Bien, merci beaucoup Denis, merci Claire pour votre participation à ce débat. Il me reste à vous Merci à vous. souhaiter une excellente soirée. J'espère que nous pourrons nous recroiser bientôt dans le cadre d'une prochaine édition du festival, mais alors dans les salles réelles. Et pour le reste, eh bien, il me reste là aussi à vous souhaiter une excellente soirée à toutes et à tous, vous qui avez assisté à cet échange, à cette projection d'abord, et puis à cet échange en ligne. N'hésitez pas à revenir nous voir donc sur le site du Festival Images et Santé, à découvrir encore d'autres films. Nous ne sommes qu'au deuxième jour du festival et voilà, il nous offrira encore toute une série de films absolument passionnants, des échanges avec les réalisateurs, des masterclass. Donc surtout, je vous dis à bientôt. Bonne soirée à toutes et à tous.